Hop, on est en direct, Emilien. Trop bien. Salut, Salut re-salut, Pauline. re-salut. Ça faisait Comment super tu vas? longtemps. Ça va Mais très bien. oui, et du coup, je suis trop content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup What My Day. Bonjour à tous les participants futurs ou actuels freelance. Super content d'être là pour partager avec vous de comment devenir freelance, en tout cas sur la partie administrative. Ouh là là, la partie que tout le monde adore. Exactement. Et qu'on nous laisse du coup avec beaucoup de plaisir en général. Mais vous allez voir que c'est pas si relou que ça en a l'air. Mais surtout qu'il faut malheureusement pas la sous-estimer. C'est vrai parce que du coup, c'est même la base même de Super Indep en fait. Hein. Pourquoi on a monté cette boîte, c'est parce que le peu de freelance qu'on voyait rater entre guillemets, et étonnamment ou pas, je sais pas, mais en tout cas la plupart du temps c'était pour des raisons administratives. Donc finalement, trouver un business, trouver des clients, etc. Évidemment, ça fait flipper au début. Mais nous, en tout cas, dans les freelances qu'on a accompagnés, on a eu l'impression que c'était même pas ça le plus problématique, en tout cas à long terme, quoi. Ne m'en D'où parle l'intérêt, en pas. effet, de se préoccuper de toutes ces choses dès le début. Eh ben, j'ai super hâte. Tout le monde nous dit bonjour dans le chat. Bonjour à tous. N'hésitez pas à vous présenter. Si vous êtes déjà freelance, si vous envisagez, si vous êtes freelance et que vous sentez que tout ça vous dépasse complètement. Si vous êtes en formation chez nous, là je reconnais quelques prénoms. N'hésitez pas à me dire quelle formation, quelle session et où vous en êtes. Et puis Emilien, je te propose qu'on attende encore une petite minute, minute et demie, que tout le monde arrive. Et puis Ouais. après, je te laisserai la parole. Et pour le coup, n'hésitez pas aussi à nous préciser si vous êtes déjà en activité votre statut. Ça peut être intéressant pour axer un petit peu les discussions sur tel ou tel statut. Et après, vous avez peut-être l'habitude, si vous avez déjà assisté à des webinars sur Livestorm, mais sinon, on vous le réexplique ici. Vous avez un super onglet questions qui vous permet de poser toutes vos questions. Alors, si vous les posez dans le chat, en général, on les reprend quand même, mais l'avantage dans questions, c'est que les gens peuvent voter up, down, on peut éventuellement y répondre à l'écrit. Donc, essayez de poser plutôt vos questions dans questions, et puis comme ça, Léopoldine me les remontera si jamais j'en rate. Et promis, donc, on va prendre le temps de répondre à tout, en tout cas, à tout ce qui est dans mon champ de compétences pour vous rassurer sur toute cette partie-là, quoi. Donc, on voit qu'il y a effectivement tout. Il y a des graphistes, formation SEO, formation graphiste, freelance en développement web depuis 4 ans. Et écoute, enchanté Pierre, moi aussi je suis dev, voilà, on se reconnaît. WordPress, statut en réflexion, super. Graphiste également, formation SEO et projet de reconversion. Super, félicitations. On a UX writing, copywriting, gross marketing, dire prod événementiel. C'est cool, beaucoup de profils. On en a de plus en plus nous aussi dans l'événementiel, c'est chouette, ça reprend assez fort là en ce moment. Il était temps. Ouais. Formation SEO 2 novembre, espère devenir freelance. Eh bien écoutez, super. Emilien, je vais te laisser démarrer. Je vais couper mon micro pour éviter toutes mes boissons qui m'entourent. J'hésiterai pas à te couper de temps en temps quand je vois une question qui est vraiment dans le fil de ce que tu dis ou qui est hyper bloquante. Et puis sinon, effectivement, on traitera, je pense, toutes les questions à la fin. N'hésitez pas, comme l'a dit Emilien, à mettre vos questions dans l'onglet questions et à bien interagir avec nous dans le chat. Je pense qu'Emilien va vous poser des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à interagir avec lui, le laissez pas tout seul dans sa présentation. Emilien, je disparais du micro et je te dis à tout de suite. Merci Léopoldine, trop cool. Et donc il y a déjà une question d'ailleurs de participant anonyme 3, enchanté. Tu disais que tu avais des questions sur le couple micro-entreprise, profession libérale, CIPAV. Je vais pas te mentir, c'est un peu la merde effectivement. D'ailleurs, justement, je parlais un petit peu de l'origine de Super Indep. En fait, moi, mon expérience perso, c'est que après à peu près 5 ans d'expérience, j'ai dû payer 30 000 € d'un coup à la CIPAV, justement. Alors, j'étais pas en micro, j'étais en EURL. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que la CIPAV, c'est un organisme qui dysfonctionne pas mal, notamment parce que, en fait, quand les entreprises sont créées, ils sont pas forcément au courant de la création, etc. Et là, effectivement, si vous avez suivi, en janvier 2019, ils ont fait un grand ménage pour que maintenant tout le monde dépende de la sécurité sociale des indépendants et que du coup la CIPAV n'entre plus dans l'équation sauf
pour un champ très restreint d'activités, principalement des activités réglementées. Mais effectivement, il reste potentiellement des micro-entrepreneurs qui dépendent de la CIPAV. Et pour eux, le fait est qu'en effet, au niveau de la retraite, c'est toujours pas clair. En fait, concrètement, le texte de loi a toujours pas été promulgué, donc en fait, on sait toujours pas s'ils sont en train de cotiser pour leur retraite ou pas. Il est très vraisemblable que ce soit bouché à un moment donné, hein, mais effectivement, c'est un des statuts les plus problématiques. Enfin, c'est un des organismes les plus problématiques. Globalement, ce qu'il faut retenir, parce que c'est pas forcément l'objet de la présentation, mais en fait, quoi qu'il arrive, en termes de retraite, que vous soyez à la CIPAV ou pas, de toute façon, il faut vous blinder par vous-même quand vous êtes quand vous êtes freelance, en fait, peu importe le statut. Prenez une supplémentaire retraite, allez voir des gens comme Caravel qui sauront vous conseiller là-dessus. Investissez, voilà, ne partez pas du principe que le régime général de retraite sera suffisant, même s'il est très vraisemblable pour le coup, peu importe que vous soyez à la CIPAV ou ailleurs, que vous ayez quand même droit à minima au régime de retraite général. Mais effectivement, en ce qui concerne en tout cas les auto-entrepreneurs à la CIPAV actuellement, c'est pas très clair de combien ils vont bénéficier. Donc merci beaucoup. Moi je m'appelle Emilien. Alors pour faire un tout petit peu de background, pourquoi je suis là et pourquoi je vous raconte tout ça. Moi je suis freelance avant tout en fait depuis 2013. Oui, c'est ça. Non, si, c'est ça, 2013, pardon. Voilà, donc je me suis lancé dans le monde pro en 2009. Je me suis mis à mon compte en 2013, donc dans le développement logiciel à la base. Et parce que j'étais assez visible, parce que je faisais des confs, parce que j'organisais pas mal d'événements, bah, rapidement, en fait, comme beaucoup de freelances qui deviennent visibles, on a monté une petite communauté avec tout un tas de gens qui nous posaient des questions sur comment on fait pour se lancer en freelance, comment ça marche, etc. Si bien qu'on a fini par lancer une association qui s'appelle Acture Job, qui existe encore, hein, qui est sur Lyon, et dont l'objet est d'accompagner des salariés de la tech, en l'occurrence, qui veulent devenir freelance. Ça, c'était en 2016, et en fait, à travers cette expérience, on a accompagné tout un tas de gens qui, du coup, réussissaient assez facilement, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on avait rarement des problèmes pour trouver du business ou des missions ou trouver des gens compétents. Par contre, on a eu plusieurs problèmes, dont les trois fondateurs actuels de Super Indep, donc Florent, Clément et moi-même. On a eu des problèmes différents, mais très sérieux, avec les organismes sociaux. Florent, c'était avec l'URSSAF, moi, c'était avec la CIPAV, et Clément, c'était avec les impôts pro pour la TVA. En fait, des soucis pour lesquels on était pour rien en plus. Moi, par exemple, donc la CIPAV ne m'avait pas identifié quand j'ai lancé mon activité, alors que je passais par un comptable pour lancer mon activité, qu'après j'avais un comptable qui lançait mon activité, qui gérait mon activité. Et donc je pensais que tout était géré. Et en fait, non, au bout de 3 ans, il m'a dit: «Ah bah au fait, tiens, t'as jamais cotisé pour la CIPAV». Je dis: «Bah tiens, c'est quoi la CIPAV?» «Ah bah appelle-les». Donc je les appelle et ils me disent: «Bah oui, on est l'organisme de retraite et vous nous devez 30 000 € vu que vous avez jamais payé et du coup, il faut payer la semaine prochaine». Donc ça, c'est très, très relou. Ça, c'est juste mon expérience à moi. Florent, pour l'anecdote, premier courrier qu'il a reçu de l'URSSAF, c'est un courrier qui lui réclamait 100 000 € parce qu'en fait, ils avaient retenu comme date de création 2001 au lieu de 2011 et du coup, ça a duré, des mois et des mois pour qu'il arrive à se dépatouiller. Voilà, vous imaginez quand vous recevez des lettres de relance pour payer 100 000 € à quel point ça peut être amusant. Bref, donc c'est vrai, ça a vraiment été la base de tout ça et du coup, on s'est dit à ce moment-là: «Ouais, il faudrait vraiment trouver une solution à ça». C'est quand même débile parce qu'en plus, les informations qui sont en ligne, tout ça devrait être, automatique. Il faut qu'on trouve une solution et en gros, je vous passe un peu, tout l'historique, mais on a lancé une start-up, on a pivoté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'occupe que des auto-entrepreneurs. Mais concrètement, on connaît très bien tout ce qui est, gestion administrative des freelances et la technologie qui est là où c'est très différenciant, ce qu'on propose à nos clients, c'est qu'en fait, on se connecte en temps réel à leurs organismes sociaux pour être capable en permanence, d'anticiper des éventuels problèmes, justement des dettes, des déclarations qui manquent, des retards de paiement, des paiements qui manquent, et cetera, et cetera. Et même vérifier que tout est cohérent en termes de data au niveau URSSAF, impôts, et cetera. En fait, on fait une sorte de mini contrôle fiscal permanent automatiquement pour tous nos clients. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut leur garantir de la sérénité. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous proposerai un lien à la fin d'un audit gratuit qu'on propose maintenant à nos clients, qui leur permet de vérifier la santé de leur auto-entreprise en temps réel, juste en rentrant leurs identifiants. Nous, on analyse le compte et on est capable de leur faire un retour, de leur donner une note sur 100 pour leur dire: «OK, ça va» ou peut-être qu'il y a des trucs à vérifier. Bref, donc assez parlé de moi, mais c'était juste pour vous expliquer pourquoi je suis là et pourquoi c'est un sujet alors, qui me parle, qui me touche et que je connais bien. Et du coup, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va pas mal axer sur l'auto-entreprise, honnêtement, mais le but, c'est vraiment devenez freelance, comment devenir freelance sur la partie, en gros, gestion administrative. Et donc, certes, on va parler de la micro parce que surtout là, dans les activités que vous avez listées, il y a plein de voilà, typiquement pour faire du graphisme, pour faire du SEO, même pour faire du développement, c'est extrêmement adapté.
L'événementiel, ça peut se discuter, ça dépend si vraiment tu as besoin d'acheter du matériel ou pas. Mais voilà, en tout cas, du coup, forcément, on va zoomer sur ce statut qui est quand même un des plus utiles et utilisés quand on se lance, mais en parlant bien à la fois de ses avantages, mais aussi de ses limites, puisqu'on va pas, voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve, hein, je suis pas là pour ça. Le but, c'est vraiment que vous puissiez trouver ce qui est le plus pertinent pour vous. Donc, on va parler de comment facturer avant même d'avoir un statut, en fait. On va parler évidemment du statut, un petit zoom sur la micro-entreprise, les différentes obligations comptables en fonction du statut qu'on a choisi, et puis la rémunération, en fait, comment ça marche. C'est quand même une question. Pour la première fois, pour ceux qui vont se lancer, vous n'aurez plus de fiche de paye. Alors finalement, comment ça marche, comment on sait combien on peut se payer, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on répétera jamais assez. La première priorité, quoi qu'il arrive, quand vous êtes en freelance, pour vous lancer en freelance, c'est pas de faire votre site web, c'est pas de faire des cartes de visite, c'est même pas de créer votre structure. C'est juste c'est juste de trouver des clients. C'est ça votre priorité. Et éventuellement, quand vous avez un client que vous avez trouvé, là, vous pouvez lancer la création. En fait, il faut savoir que déjà, vous avez tout à fait le droit d'aller démarcher des gens sans avoir de structure et juste en disant, bah voilà, je vais lancer une structure, est-ce que ça vous intéresse? Des prestations SEO, des prestations de graphisme, etc. Et une fois que vous avez votre SIRET, plutôt une fois que vous avez un client qui vous dit, bah oui, moi ça m'intéresse, on pourrait commencer la semaine prochaine. Là, en fait, le seul moment où vraiment vous avez besoin d'être identifié, c'est pour facturer. Et éventuellement pour signer un contrat, pour préciser par exemple, numéro SIRET en cours de création ou en cours d'attribution. Et en fait, légalement, pour pouvoir préciser SIRET en cours d'attribution, il suffit d'avoir fait votre demande de création sur le site de l'INPI, donc pour créer votre structure. Donc en fait, à partir du moment où vous avez un client, en l'espace de 2 heures, vous pouvez devenir, en gros, vous allez pouvoir concrètement envoyer des factures et envoyer et signer des documents. Et simplement, il faudra préciser document SIRET en cours de création. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas trop se stresser déjà sur l'administratif avant que ça devienne un problème. Et ça ne devient un problème que quand on a des gens qui veulent nous payer ou éventuellement nous faire signer des contrats. Donc ne pas garder ça en tête, trouver des clients et SIRET en cours de création, c'est légal à partir du moment où vous avez fait la demande sur le site de l'INPI. Je vais ouais? Salut. Petite question, Emilien, on me l'a posée au dernier webinaire, du coup je te la pose cette fois. Dans la loi française, on peut générer un petit peu de chiffre d'affaires sur des missions ponctuelles à un plafond, je crois, qui est à 5 000 € par an, quelque chose comme ça, notamment sur des plateformes type Fiverr ou ComeUp, où du coup il n'y a pas vraiment de facturation, c'est un peu comme Vinted, t'encaisses de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou est-ce que quand même, voilà, dès qu'on a la première mission, on surfe pas là-dessus et on fait son siret? Bah, ça dépend si c'est bloquant pour vous ou pas, mais concrètement, ce sera beaucoup moins intéressant fiscalement de ne pas avoir votre structure. Donc c'est comme vous voulez, mais voilà, si le but c'est de gagner de l'argent avec, ce sera bien mieux de lancer votre auto-entreprise assez rapidement. Sans parler du fait qu'évidemment, bah, tout ce que, enfin, au niveau cotisation, droit, etc., justement, vous n'avez pas la même chose si vous avez une structure ou pas, quoi. Donc, si vraiment vous êtes sérieux dans le fait de vous lancer, normalement, il n'y a pas trop de sujets, sachant qu'on va en parler après. En plus, typiquement, une auto-entreprise, non seulement ça coûte rien à créer ou très peu, parce qu'effectivement, il y a ça, si ça passe par certaines CMA, par exemple, ça peut coûter un peu d'argent. Mais globalement, après, tant qu'on gagne rien, il n'y a rien à payer. Donc, le risque n'est pas énorme. Mais effectivement, à la limite, il vaut mieux prendre un peu de retard et encaisser, quitte à encaisser la première fois, voilà, sans avoir de structure, plutôt que de créer trop tôt, en fait. C'est surtout ça le point. Notamment, on va le voir après par rapport aux aides qu'on peut avoir. En fait, c'est justement le point juste après, donc on va passer dessus. Notamment l'ACRE, la fameuse ACRE dont on entend tellement parler. Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Parce que c'est top, ça vous permet de payer que la moitié de vos cotisations sociales pendant 3 trimestres plus le trimestre de création, ce qui veut dire 2 choses. La première, c'est que si vous créez en début de trimestre, c'est vachement bien, parce que du coup, vous avez droit potentiellement à l'ACRE pendant 1 an, alors que si vous créez en fin de trimestre, du coup, vous avez droit qu'à 9 mois. Puisque 9 mois plus le trimestre de création, si vous avez créé le dernier jour du trimestre, ça fait 9 mois et 1 jour. Donc, quand vous avez l'ACRE, attention, essayez de créer sur un début de trimestre. Et surtout, pourquoi créer le plus tard possible? Parce que c'est 50% d'abattement sur vos charges. Et du coup, si vous gagnez 0, vous aurez 50% d'abattement sur 0. Et donc, c'est un peu dommage. Et il y en a trop qui font cette erreur-là, qui veulent créer très tôt, et qui du coup, pendant 3-4 mois, sont à 0.
alors qu'ils auraient pu attendre et du coup bénéficier des fameux 50% d'abattement. Voilà. Et alors, il faut savoir que l'ACRE, pourquoi je l'ai mis ici? Parce qu'en fait, c'est vrai, peu importe le statut. Hein. Là j'ai donné le détail pour la micro, mais en fait, peu importe le statut, vous pouvez avoir l'ACRE et ça correspond dans tous les cas à une remise de 50% de vos cotisations sociales. Donc, c'est extrêmement intéressant dans tous les statuts. Et un des principaux cas pour y être éligible, c'est d'être inscrit et indemnisable à Pôle emploi, pas forcément indemnisé, mais indemnisable, ou d'avoir moins de 26 ans. C'est en général les deux cas les plus courants, mais il y en a tout un tas d'autres. L'ACRE, donc ça signifie effectivement aide à la création et reprise d'entreprise. C'est c'est une aide justement pour lancer une activité et donc sous certains critères, en gros, on vous allège les cotisations sociales pour vous aider à lancer votre activité. Voilà. Et donc Pierre me dit, donc il a peut-être fait un peu les choses dans le désordre puisque du coup, ouais, voilà, toi à l'époque c'était 3 ans effectivement. En 2019 c'était génial parce que tout le monde y avait droit quoi qu'il arrive, il y avait même plus de critères d'acceptation et tout le monde y avait droit pendant 3 ans. Puis malheureusement en 2020 ils ont resserré les vis et maintenant effectivement il y a des conditions plus strictes et c'est seulement 3 trimestres plus le trimestre de création. Donc bravo Pierre, tu as tiré le jackpot en 2019. Pour le coup ça valait le coup de créer en 2019 quitte à créer plus tôt. Donc les différents statuts. Très rapidement, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque statut, mais en gros, on va dire que principalement, si vous voulez vraiment avoir votre structure, vous avez 3 options qui sont en gros la micro, le URL ou la SASU. On va quand même parler très rapidement des autres, mais si on parle vraiment de créer votre structure, donc c'est-à-dire que j'exclus du coup tout ce qui est portage salarial et même ce qui est CAE. Donc CAE, c'est coopérative d'activité, où en fait vous vous associez potentiellement avec d'autres gens comme si vous étiez en SARL, mais justement, le but, en fait, c'est de mettre en commun, notamment des charges, par exemple, prendre un comptable en commun, prendre un commercial en commun, et cetera. Ce qui fait que dans la CAE, c'est pas vraiment notre boîte, mais du coup, on peut mettre en commun tout un tas de problématiques. Et donc, en termes de gestion administrative, c'est beaucoup plus simple, justement, parce que c'est pris en charge par la CAE. Parce que typiquement, on peut tout déléguer, même la facturation, etc. Souvent, c'est tout centralisé. Mais du coup, je vais mettre ça un peu de côté parce que CAE ou portage salarial, vous n'êtes pas vraiment à votre compte. Alors, s'il y en a qui ont des questions dessus, on pourra revenir dessus. Hein. Mais, ouais. Coucou. Avant qu'on enchaîne sur tous les statuts, là, il y a beaucoup de questions sur l'ACRE. Ah oui, je l'avais pas vu, pardon. Alors, on a participant anonyme 2 qui te demande peut-on faire la demande pour l'ACRE même si on a déjà créé l'entreprise? Ouais, alors tu as jusqu'à 45 jours normalement après la création. Quand tu dépasses un peu, tu peux tenter le coup en disant je comprends pas, je vous ai envoyé un courrier, j'ai pas eu de retour. Mais au bout de quelques mois, ils vont répondre non systématiquement. D'où normalement la question suivante qui est ah mais du coup si je clôt et que je rouvre, est-ce que ça marche? La plupart du temps, la réponse est non, parce qu'il faut savoir qu'une micro-entreprise, même si tu la clôtures et que tu la rouvres, eux, en fait, ils ne considèrent pas vraiment qu'elle a été arrêtée. Et même si tu changes d'activité, ils vont juste considérer que c'est un changement d'activité. Pour une raison simple, justement, c'est que la micro-entreprise est une forme simplifiée d'entreprise individuelle. Donc, en fait, la micro-entreprise, c'est toi, et toi, tu es la micro-entreprise. Et donc, tu peux être en activité ou pas, mais ça ne change pas le droit que le moment où tu es éligible à la LACRE, c'est le moment où tu crées, où tu déclares en fait ton activité potentiellement commerciale ou libérale. Donc, normalement, ouais, c'est 45 jours après la création maximum. Pas stressant comme, comme situation. Normalement, il faut le faire à la création. C'est pour ça, ça ouais. fait partie des points pour lesquels je répète souvent, faites-vous bien accompagner à la création, parce qu'en effet, c'est dommage de se dire je vais le faire tout seul parce que c'est simple, et en fait de perdre, je sais pas, 10, 15 000 balles parce qu'on n'a pas pris l'acte, quoi. C'est C'est un terrible. peu dommage. Terrible. Et on a Johan qui te demande, alors il dispose de l'ARE, ARE, aide Pôle emploi, jusqu'à fin juin 2024. Si je crée mon statut en janvier 2024, est-ce que l'ACRE continuera plus loin? Ouais, exactement. C'est pour ça que je précisais bien, le droit, c'est d'être indemnisable, pas forcément indemnisé. Et si au moment où tu crées, tu es indemnisable, il n'y a pas de souci, tu auras droit à 3 trimestres plus un trimestre de création. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Super, nickel. Eh bien, écoute, sur ce, on clôture la parenthèse ACRE et on repart Ouais. sur nos statuts. Alors, il y a effectivement un participant anonyme 2 qui parle aussi de l'ARS. Donc c'est assez intéressant, mais justement, enfin là, en fait, c'est normal. Hein, alors, en fait, moi, ce que je dis, c'est si vous voulez créer votre boîte, il faut que vous sachiez ce que c'est l'ACRE, l'ARS et le versement libératoire. Si vous ne savez pas ça, faites-vous accompagner. Et même si vous savez que vous n'êtes pas sûr, faites-vous accompagner. Potentiellement, ça peut vraiment vous faire gagner
des milliers d'euros. Mais le truc, c'est qu'on peut difficilement en parler dans le cas général parce que vraiment, ça va dépendre de votre situation. Donc l'ARS, pour expliquer, parce qu'ils aiment bien faire des acronymes très différents pour qu'on s'y retrouve facilement. Bon, l'ACRE, j'ai dit, c'est aide à la création et reprise d'entreprise. Et l'ARS, c'est aide à la reprise et création d'entreprise. Honnêtement, je ne sais même pas ce que c'est le vrai nom. Mais en tout cas, le principe, c'est de dire, si vous êtes inscrit et indemnisable à Pôle emploi et que vous choisissez de créer une activité, pour vous aider encore plus à lancer cette activité, on vous propose de vous verser 60% de vos droits en 2 fois, au lieu d'attendre 2 ans potentiellement pour vous verser tous vos droits. Donc des fois c'est intéressant et des fois pas du tout. C'est vraiment au cas par cas. Il faut savoir par exemple qu'il y a un cas, notamment si vous avez créé votre micro-entreprise pendant que vous êtes salarié, derrière ça vous permet de cumuler intégralement votre revenu salarié avec les revenus de votre micro, les revenus pardon, du chômage avec les revenus de la micro. Mais du coup, si vous faites ça, vous pouvez pas avoir l'ARS, puisque du coup, vous aurez créé avant d'être à Pôle emploi. Donc, vous aurez ni l'ARS ni l'ACRE. Mais du coup, des fois, c'est plus intéressant d'avoir tout son chômage que l'ARS et l'ACRE, alors que des fois, il vaut mieux avoir l'ARS et l'ACRE et pas son chômage. Ou alors, il y en a qui vont justement juste prendre l'ACRE, mais qui vont garder le chômage normal parce qu'ils ne sont pas sur leur activité. Bref, donc il faut vraiment faire attention. Non, justement, c'est passé à 60%. C'était à 45%, il me semble. Et il me semble que c'est passé à 60% l'ARS. Bon, mais peu importe, pour le coup, effectivement, il faut aller vérifier sur le lien de Léopoldine. Donc elle vient de mettre le montant, mais bon, en tout cas, l'idée c'est que potentiellement, ça fait quand même un assez gros revenu, en dizaines de milliers d'euros en général, suivant les droits qu'on a. Donc c'est vrai que c'est assez confortable pour se lancer. Donc voilà, retenez juste ACRE, ARS, versement libératoire. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous bien et potentiellement faites-vous accompagner pour la création. Ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent. Ou à l'inverse, vous en faire perdre beaucoup si vous prenez la mauvaise option en fait. Donc, j'ai dit micro-entreprise, donc si vous regardez mon tableau, du coup, on exclut CAE, ça laisse micro-entreprise, EURL, SASU. Mais on voit qu'au milieu, il y a EI. C'est quoi une EI? En fait, l'EI, c'est la forme non simplifiée de la micro-entreprise. Donc, je vais en parler juste après. Mais en gros, c'est le statut historique. Alors, les tout premiers entrepreneurs en France, c'était forcément des EI, justement, entreprises individuelles, tout simplement parce qu'on ne faisait pas justement la différence entre une personne et son entreprise. En gros, tu étais une personne et tu déclarais que tu voulais faire une entreprise. Très bien. Et du coup, Léopoldine, maintenant, tu es l'entreprise Léopoldine. Et donc, tu peux aller monter McDonald's si tu veux. Ou un magasin de vente de chaussettes. Tu peux faire ça aussi. Et du coup. Peut-être un organisme de formation. Après, bon. Vraiment, si tu insistes. Mais justement, ton organisme de formation, je suis à peu près sûr que tu ne l'as pas fait sous le statut EI. Parce que depuis, justement, on s'est dit quand même c'est un peu problématique que les gens soient directement associés à leur société, parce que du coup, quand la société elle coule, les créanciers viennent te prendre ta maison et ton chien et tes enfants, donc c'est un peu ennuyeux. Donc on va imaginer un truc qu'on va appeler la personne morale, qui est une entité qui n'existe pas. Tout son nom, personne morale, c'est pas une personne physique, mais elle a quand même une identité. Et elle a même une pièce d'identité qu'on appelle le CABIS. Et du coup, elle a aussi une date de création. On peut la modifier, on peut la nommer. Et du coup, ce truc-là peut avoir des comptes bancaires, peut avoir tout un tas de choses. Et donc, c'est ça la structure que tu crées. Donc, en général, soit sous forme de SAS, soit sous forme de SARL. Et donc, ça, c'est les deux personnes morales les plus connues et les plus utilisées en France et les plus pertinentes. Et donc, potentiellement, si vous êtes en freelance et que la micro-entreprise n'est pas pertinente pour vous, en gros, le URL, ça va être assez proche de ce que vous avez en micro, mais juste avec une gestion comptable beaucoup plus complexe. Donc, en gros, autant en micro, effectivement, le comptable, on peut assez facilement s'en passer, même si, encore une fois, c'est loin d'être simple, bien que ce soit simplifié. Donc, en général, il vaut mieux se faire accompagner quand même, notamment sur la partie TVA. Mais en tout cas, c'est incomparable en termes de difficulté. Au moins, vous n'avez pas besoin de faire de bilan, de liasse fiscale, de DSN, etc. Justement, on en reparlera après. Mais c'est quand même beaucoup plus simple une micro-entreprise. Donc, quand vous êtes en SARL ou en SAS, vous êtes obligé quand même de tenir une comptabilité beaucoup plus poussée. Et donc, la forme unipersonnelle de la SARL, c'est ce qu'on appelle le URL, et la forme unipersonnelle de la SAS, c'est ce qu'on appelle la SASU. Et vous avez sûrement déjà entendu parler SASU, URL. Alors, par exemple, faites très attention aux gens qui vantent les mérites des SASU, parce que très souvent, c'est des comptables. Et pourquoi c'est des comptables? Parce que concrètement, comme vous le voyez ici, en fait, c'est le statut qui est le plus complexe et le plus cher à gérer, et donc le plus rentable pour un comptable, typiquement. Cela étant dit, il existe en effet des cas où c'est extrêmement intéressant, notamment le cas où on veut se rémunérer que en dividendes.
Même si ça aussi, il faut faire attention, puisque derrière, du coup, encore une fois, on ne cotise pas forcément pour les mêmes choses, etc. Mais bref, ça fait partie des stratégies possibles quand on veut cumuler intégralement les revenus d'une micro-entreprise avec le chômage, par exemple. Donc, SASU, le truc, c'est que dedans, l'idée, c'est que vous ayez à peu près la protection d'un salarié. C'est-à-dire qu'on parle d'ailleurs en SASU de assimilé salarié. Donc le bon côté, c'est que vous avez la même protection qu'un salarié à peu de choses près, sauf que vous ne cotisez pas au chômage. Ça, peu importe les statuts, de toute façon, vous ne cotiserez pas au chômage, sauf le portage salarial. Je dis que pour le coup, je l'exclus un petit peu de la discussion ici. Mais pour le coup, ça peut être un bon argument. Si vraiment le chômage est intéressant pour vous, ça veut dire que peut-être que le portage salarial sera le plus intéressant. Mais du coup, cette SASU, voilà, elle coûte quand même très cher, notamment parce que potentiellement, il faut vous faire des fiches de paye, donc c'est beaucoup plus lourd en termes de gestion. Et puis derrière, quand vous vous rémunérez, ouais, vous avez les droits d'un salarié parce que du coup, vous payez les mêmes cotisations qu'un salarié, même un petit peu moins encore une fois parce que vous ne payez pas le chômage, mais en gros, vous payez 85% de charges sociales. Donc en SASU, si vous voulez vous rémunérer 100, vous devez sortir 185 de votre société. En EURL, vous serez beaucoup plus proche des niveaux de charge d'une micro-entreprise, vous serez à 45%. Parce que du coup, vous ne serez plus assimilé salarié, vous serez ce qu'on appelle un travailleur non salarié. Et justement, travailleur non salarié, vous avez ce statut que vous soyez en micro-entreprise, en EI ou en EURL. Et donc, le travailleur non salarié, lui, il n'a pas besoin de se faire de fiche de paye, il se rémunère un peu quand il veut, mais il a moins de droits qu'un salarié, mais il paye que 45% de cotisation. Donc s'il veut se payer 100, il faut qu'il sorte 145 de sa boîte, ce qui est quand même du coup beaucoup moins. Et par contre, sur le principe, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'il doit tenir une comptabilité, ça reste une personne morale. Voilà, c'est juste là où ça enlève de la complexité, c'est qu'en général, on ne fait pas de dividendes parce que c'est moins intéressant et on n'a pas de fiche de paye, donc c'est là que ça simplifie quand même beaucoup les choses. Donc en gros, SASU, ça peut être bien, mais dans des situations particulières où on ne veut pas vraiment de la rémunération et plutôt des dividendes. EURL, ce sera plutôt le statut par défaut si la micro-entreprise est plus accessible pour nous. EI, en fait, c'est à exclure globalement, alors, sauf si cas très très particulier, mais globalement, comme je disais, en fait, c'est surtout un statut historique. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore autant d'EI? C'est tout simplement, ce qu'on va voir après, c'est parce qu'en fait, la micro-entreprise est une forme simplifiée d'entreprise individuelle. Donc aujourd'hui, quand on liste tous les EI, souvent on inclut tous les micro-entrepreneurs. Et par défaut, un micro-entrepreneur qui ne ferait rien après avoir dépassé le plafond pendant 2 ans, comme il est obligé de changer de statut, si lui, il ne fait rien, automatiquement, il va se retrouver en entreprise individuelle. Pourquoi c'est rarement intéressant l'entreprise individuelle? Donc, en 2 secondes, et sans rentrer trop dans le détail, là aussi, éventuellement, on a tout un tas de contenus, notamment sur la chaîne YouTube de Super Indep, si vous voulez, notamment sur les questions des statuts les plus intéressants, etc., qu'on a fait en collaboration avec des comptables. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai une personne morale et une personne physique, c'est assez facile, en tout cas, c'est possible d'optimiser mes revenus parce que je peux jongler un petit peu entre ce que gagne ma personne morale et ce que gagne ma personne physique. Je peux choisir de me verser de l'argent ou pas au moment où j'ai envie pour essayer, en gros, d'optimiser les choses. Donc, optimiser les choses, c'est très simple, ça veut dire payer le moins d'impôts possible, tout simplement. Donc, à la fois en termes d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu. Alors que quand je suis en EI, j'ai pas cette optimisation possible parce qu'en gros, j'ai une entreprise qui fait du CA, j'ai des frais, et ce qui me reste, c'est du résultat. Et du coup, j'ai pas la possibilité de dire, en fait, non, je voudrais pas prendre tout ce revenu parce que l'année prochaine, je sais que je vais prendre 6 mois de vacances, et du coup, je voudrais plutôt garder ces sous-là pour l'année prochaine. Je peux pas parce que l'entreprise, c'est moi je suis l'entreprise, et donc à la fin de l'année, si j'ai fait 150 000 de bénéfices, j'ai fait 150 000, même si l'année suivante, je fais que 20 000. Et donc, ça rend les optimisations et les anticipations un peu difficiles. Pourquoi néanmoins ils sont partis de ce statut-là pour proposer la micro-entreprise? Donc déjà, ils ont enlevé, alors c'est pas si récent que ça, c'est depuis avril 2022, mais ils ont enlevé ces problématiques de biens personnels. Maintenant, par défaut, un micro-entrepreneur, tout comme une EI en fait, est en séparation de biens. Donc et c'est pour ça d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer un texte de loi qui vous demande de rajouter EI derrière votre nom, sur vos factures, sur votre compte bancaire, etc. Peu importe que vous soyez micro-entrepreneur ou EI, mais justement, c'est pour bien faire la différence entre votre patrimoine pro et votre patrimoine perso. Pour que si un jour, il y ait des créanciers qui viennent chercher des trucs, on puisse aller en gros taper que dans ce qui est labellé EI. Je caricature un peu, mais c'est l'idée en tout cas du texte de loi. Justement parce que même pour les EI, on ne voulait plus avoir cette limite-là et ce problème-là. Et donc,
les micros, pourquoi ils sont partis de là? Parce que quand même, ça reste plus simple. Parce que le problème, comme on l'a vu, de créer une structure à part, hein, une personne morale, c'est que ça fait des démarches lourdes. Il faut un nom, il faut une création, il faut lui tenir une comptabilité, il faut faire tout un tas de choses. Et voilà, en gros, cette personne qu'on crée, derrière, il faut la gérer. C'est ça qui a un coût. Et donc, comme le but de l'EI, de la micro, pardon, c'était quand même de rendre les choses le plus simple possible, ils se sont dit, on va partir de l'EI, où justement, c'est quand même un peu plus léger en termes de création, et on va même encore alléger pour enlever justement la partie qui, normalement, passait par un comptable, à savoir la création de bilan, les liasses fiscales, et donc tout ce qu'on est obligé de déposer, normalement, en termes de documents comptables. Et donc, on s'est dit, on va vraiment leur simplifier les choses, on va juste leur demander, tous les mois ou tous les trimestres, de déclarer leur chiffre d'affaires. Et du coup, on va les taxer de façon forfaitaire sur ce chiffre d'affaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez un taux fixe et que ce taux fixe, il est appliqué sur votre CA et pas sur votre bénéfice. On va revenir dessus juste après, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc, si on résume cette slide, l'EI, c'est juste le truc à éviter, mais dans lequel vous tombez si vous créez une micro et que vous ne faites jamais rien et que vous dépassez les statuts pendant 2 ans. L'EURL, qui est la forme unipersonnelle de la SARL, c'est en général ce qu'il y a de plus intéressant dans la plupart des cas, on va dire assez standard, sauf si pour vous c'est très important justement d'être salarié ou d'être assimilé salarié, et ou si vous avez une politique de dividende et potentiellement de vouloir cumuler intégralement du chômage avec une activité. Mais ça coûte beaucoup plus cher à la gestion, à l'entretien, même à l'ouverture et à la clôture. Une SASU, ça coûte cher. Une EURL aussi, hein, pour vous donner une idée. Quand je disais une micro, ça coûte, si vous êtes en profession libérale, typiquement pour ceux qui faisaient du graphisme, développement web, etc., vous ouvrez une micro, ça ne vous coûte rien, vous la fermez, ça ne vous coûte rien. Ce qui est quand même assez incroyable. Parce qu'une SARL, moi j'ai fermé la mienne il n'y a pas longtemps, donc mon EURL en l'occurrence, ça m'a coûté pas loin de 3000 balles, juste les démarches pour la clore. Et puis, alors, je vous parle pas de tout le bordel comptable que c'est, de tout clore, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a à vous, qu'est-ce qu'il faut racheter. Du coup, tu payes des trucs à ton entreprise, mais ton entreprise, c'est toi, mais c'est pas grave, il faut quand même que ça transite de compte, bref. Donc, tout ça crée effectivement beaucoup de complexité. Donc, micro-entreprise, EURL, c'est ce qu'il y a de plus classique, et SASU, c'est ce qui va vous coûter de l'argent. Et si vous faites rien, vous allez vous retrouver en EI, ce que vous ne voulez pas en général, même si, encore une fois, il y a des cas très particuliers où ça peut être intéressant. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, attention, si vous ne connaissez pas ACRE, ARS, versement libératoire, renseignez-vous avant de créer. Et quand vous choisissez un statut de freelance, déjà, sachez qu'il y en a plein. Ce n'est pas parce que tout le monde parle de la SASU qu'en fait, c'est forcément le meilleur statut. Je me permets d'insister là-dessus parce que je vois passer trop de posts LinkedIn qui manquent un petit peu de nuance à ce sujet-là. Creusons un tout petit peu dans la micro-entreprise. Du coup, que j'ai ouvert derrière. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai clos moi mon URL? Justement parce qu'avant j'étais dev, comme je dis, j'étais dev pendant des années, donc forcément je ne pouvais pas être auto-entrepreneur, surtout que quand je l'ai lancé à l'époque, le plafond était proche des 35 000 euros, donc c'était pas adapté pour moi. Néanmoins, du coup, maintenant que je suis à plein temps sur Super Indep, forcément mon activité de dev et de consulting a beaucoup réduit, et donc maintenant c'est hyper adapté pour moi la micro-entreprise. C'est quoi une micro-entreprise? En fait, donc, comme dit plus tôt, c'est une forme simplifiée d'entreprise individuelle. On dit que c'est une entreprise individuelle au régime micro-social et micro-fiscal. Peut-être que vous avez vu passer des termes un peu barbares, des fois, de BNC, BIC, et notamment micro-BNC, micro-IC. Donc, BNC, c'est pour bénéfices non commerciaux, BIC, c'est pour bénéfices industriels et commerciaux. En gros, les BNC, c'est les professions libérales, et les BIC, c'est tous les autres, les commerçants et les artisans, en fait. Et du coup, quand on dit que vous êtes au régime micro-BNC, en général, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes au régime fiscal micro de la micro-entreprise. Et si vous êtes à la fois au régime micro-social et micro-fiscal de la micro-entreprise, alors vous êtes par définition un micro-entrepreneur. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous ne faites rien au bout de 2 ans, vous devenez une EI, parce qu'en fait, vous avez toujours été une EI, sauf qu'au bout de 2 ans, vous perdez le micro-social et le micro-fiscal, ce qui fait que vous basculez dans une entreprise individuelle. Donc, être au micro-social, ça veut dire que vous êtes un travailleur non salarié qui fait ses déclarations à l'URSSAF. Pourquoi on parle de micro-social? Parce que justement, au lieu de devoir déclarer via une liasse fiscale à l'URSSAF, vous déclarez tous les mois ou tous les trimestres votre chiffre d'affaires. Et vous payez des cotisations forfaitaires sur votre chiffre d'affaires, ce qui veut dire du coup que vous ne pouvez pas déduire vos frais. On va revenir après dessus sur le pourquoi du comment. Et le micro-fiscal, de la même façon, ça veut dire que vous déclarez votre chiffre d'affaires aux impôts et que pour connaître votre revenu imposable,
soit on applique un abattement forfaitaire, soit vous êtes au fameux versement libératoire dont je parlais juste avant, et c'est une option du coup qui n'est disponible que actuellement en micro-fiscal. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'une EI, c'est micro-social et c'est micro-fiscal. Micro-social, si on zoome, en fait, c'est ce fameux pourcentage. Donc déjà, ce pourcentage, bon, il a légèrement baissé en 2022. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Et effectivement, vous avez un taux ACRE qui est à peu près à 50% du taux normal. Et donc, si je prends par exemple une profession libérale, justement BNC typiquement, avant elle payait 22%, et maintenant elle va payer 21,2%. Donc c'est très simple. Si vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires, vous devez payer 2 120 € à l'URSSAF de cotisation sociale. Bon, c'est même pas ça d'ailleurs, parce que ce serait dans l'autre sens. Peu importe, vous voyez l'idée. Pour un chiffre d'affaires de 100, vous avez 21,2% de cotisation sociale à payer. Si, en plus, c'est exactement ça. Pardon. Je m'embrouille parce que j'ai pas assez de sucre, parce que Léopoldine m'a interrompu pendant mon repas. Donc 21,2%, c'est ce que vous rajoutez sur les 10 000 €. Ça c'est laid, hein. Ça c'est laid, hein. Ça c'est laid, hein. C'est pas moi qui fais chauffer mes nouilles à 26, hein. C'est toi. Donc, si vous gagnez 10 000 €, et ben vous aurez 2 120 € à payer à l'URSSAF. Et ça va couvrir du coup votre santé, votre retraite et votre prévoyance, donc pour la partie régime général. Et donc vous voyez que c'est hyper simple du coup. C'est hyper simple et c'est hyper intéressant parce que du coup, vous déclarez et vous payez au moment où vous gagnez votre argent. Alors que, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais en fait, pourquoi les personnes morales là sont obligées de tenir une comptabilité complexe? Pourquoi ils sont obligés de faire une liasse fiscale et des bilans? En fait, c'est juste pour informer le gouvernement de combien justement la personne physique a gagné. Et pourquoi il faut qu'ils soient au courant de combien il a gagné? Parce qu'ils veulent savoir combien vous taxez. Donc ils veulent savoir combien vous taxez au niveau URSSAF, ils veulent savoir combien vous taxez au niveau impôt sur le revenu, etc. Et donc ce qui est très compliqué quand vous êtes en société, c'est que comme vous faites votre bilan en avril pour l'année précédente, en général, et bien du coup, chaque année, en fait, vous avez un décalage, puisque du coup, en 2023, finalement, vous payez par rapport à ce que vous avez gagné en 2022. C'est même un peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier. Donc, dans l'idée, c'est ça. Ce qui fait que, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, là, de mon EI, si une année, je fais 150 000 de CA et que l'année suivante, je fais que 20 000 parce qu'en fait, j'ai été malade et que j'ai pris beaucoup de vacances, le problème, c'est que c'est l'année où je gagne les 20 000 que je vais payer comme si j'avais gagné 150 000. Donc, c'est ça qui est très relou à gérer. Et ce problème-là, vous ne l'avez pas en micro-entreprise, puisque vous déclarez en même temps ce que vous gagnez. Et donc, sur la partie notamment sociale, vous payez directement. Et donc, si vous ne gagnez rien, vous payez 21% de zéro, donc vous ne payez rien. Et l'ACRE, donc ça vous fait bien diminuer de 50% vos cotisations sociales. Puisque vous payez de façon forfaitaire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisqu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de liasse fiscale, c'est justement la raison pour laquelle on ne peut pas déduire vos frais. Alors, pour être plus précis, c'est la raison pour laquelle vos frais sont déjà déduits de façon forfaitaire. Et ça, c'est souvent très mal compris. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, la micro-entreprise, c'est nul, on ne peut pas déduire ses frais. Non, c'est complètement faux. En fait, en micro-entreprise, vous avez des frais qui sont déjà déduits de façon forfaitaire. Ce qui fait que si vos frais sont inférieurs à ce forfait, la micro-entreprise, c'est génial et c'est imbattable. Et à l'inverse, si vous avez plus de frais que le forfait en question, évidemment, il vaut mieux changer de statut. Et encore, il faut quand même faire un peu attention parce que changer de statut, ça veut aussi dire qu'on va engendrer des coûts avec le potentiel statut qu'on aura choisi. Mais bref. Donc le point, c'est vraiment que vous payez juste un pourcentage sur votre chiffre d'affaires parce que on a voulu simplifier les choses. Et donc, on ne vous demande pas exactement combien vous avez dépensé, on vous demande combien vous avez encaissé, peu importe vos frais, et on vous taxe un pourcentage par rapport à ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils vous demandent quelle est votre activité. Parce que là aussi, vous êtes peut-être posé la question déjà, mais pourquoi les ventes de marchandises, ils payent 12% et moi je paye 21%? C'est de l'arnaque. Non, c'est parce qu'ils ont réfléchi un peu, ils se sont dit, quelqu'un qui fait de l'achat-revente, il a forcément plus de frais que quelqu'un qui vend juste du design et qui a juste son ordinateur en frais, quoi. Donc, quelqu'un qui fait de l'achat-revente, on va moins le taxer par rapport à son chiffre d'affaires, parce que vraisemblablement, son bénéfice est quand même inférieur à ce que pourrait avoir une profession de service. C'est aussi simple que ça. Et vous verrez qu'il y a la même réflexion derrière sur calculer votre revenu imposable. Donc ça, c'est pour la partie micro-sociale.
Et pour la partie micro-fiscale, comme je vous disais, vous déclarez du coup votre chiffre d'affaires sur votre déclaration de revenus. Donc ça, c'est très important. Ce ne sera pas pré-rempli, puisque, et d'ailleurs là, pour le coup, peu importe votre statut, ce ne sera pas pré-rempli. Donc en général, si on est en EURL ou en SASU, on demande au comptable dans quelle case il faut mettre quel chiffre. Si on est en micro-entreprise et qu'on a la chance d'être chez Superindep, on peut éventuellement demander à Superindep dans quelle case on met quel chiffre. D'ailleurs, c'est même automatiquement affiché sur votre interface. Mais si vous êtes tout seul, c'est à vous de faire un peu le lien et de traduire le jargon. Mais en gros, vous avez une case si vous êtes micro-BNC, vous avez une case si vous êtes micro-BIC, et vous avez une case si vous êtes au versement libératoire ou pas. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut mettre, c'est bien votre chiffre d'affaires. Certes, eux, ils vont appliquer un abattement pour essayer de calculer votre revenu imposable, mais ce n'est pas à vous de l'appliquer, c'est eux qui vont l'appliquer. Donc si vous avez déclaré 100 000 à l'URSSAF pour de la prestation de service libérale, vous déclarez 100 000 aux impôts pour de la prestation de service libérale. Et eux, ils vont prendre ce 100 000, ils vont dire, bah, tu as fait de la prestation de service libérale, donc ton revenu imposable, c'est 66 000. Point. En fait, ils n'en savent rien. Si ça se trouve, dans ta poche, il y avait 80 000, 80 000, c'est pas possible parce que tu as payé au moins 21,2% d'URSSAF. Mais dans ta poche, il y avait peut-être 70 000. Et eux, ils vont quand même te taxer comme si tu avais 66 000. Et c'est pas grave. Ils sont prêts à faire ce pari-là, ils sont prêts à faire cette simplification-là. Mais ça explique aussi les fameuses limites et le fameux plafond de l'auto-entreprise. Puisqu'en gros, ils disent, bah, jusqu'à ce plafond-là de 77 000 pour du service, on se dit que c'est OK si c'est approximatif et que tu payes moins que ce que tu dois. Mais quand même, au bout de 2 ans où tu dépasses ce plafond, là, il serait temps de faire une vraie comptabilité et donc tu passes soit en EI, soit en EURL, soit en SASU, mais ce coup-ci, on va te taxer sur tes vrais revenus. C'est un petit peu ça le pari. Et c'est pour ça que ça marche très très bien et je pense que c'est assez smart de faire ça parce que ça permet à tout un tas de gens de tester beaucoup plus facilement. Et puis ça reste un statut qui est hyper adapté en fait pour tout un tas d'activités parce qu'aujourd'hui avec 77 000 euros de CA, eh ben, quand on a peu de frais, on est quand même pas mal en vrai. Sachant en plus qu'on peut dépasser 1 an sur 2. En tout cas, ça explique ici encore pourquoi l'abattement est différent. Parce que du coup, ils se disent, bah, si vous avez fait de l'achat-revente, vous avez eu quand même beaucoup de frais. Donc si vous avez fait 100 000 de CA, en fait, on considère que votre revenu imposable, c'est 29 000. Si vous avez fait de la prestation commerciale, là, on se dit que c'est 50 000. Et si vous avez fait de la prestation libérale, là, on se dit que c'est 66 000. Alors, c'est quoi cette histoire de prestation de service commercial ou libéral? Prestation de service commercial, c'est donc la prestation de service BIC. Prestation de service libéral, c'est la prestation de service BNC. Pourquoi ils appliquent un plus gros abattement pour la prestation de service commercial? Parce que dans leur tête, prestation de service commercial, c'est, moi j'aime bien l'expliquer en parlant de pièces et main-d'œuvre. C'est le plombier, c'est le garagiste. Il vient, il vous vend un robinet, c'est une partie achat-revente, et il vous vend de la main-d'œuvre pour l'installer. C'est sa prestation de service commercial. Il y a un côté générique, manuel dans cette idée de prestation de service commercial. La prestation de service libéral, c'est tout ce qui est imaginé comme du jus de cerveau. Vous faites du coaching, vous vendez des prestations de design, vous vendez des prestations de code. Pour tout ça, on va considérer que vous êtes en prestation de service libéral. Et donc, cette histoire de versement libératoire, c'est qu'en fait, vous avez l'option à la création de votre auto-entreprise si vous êtes éligible. Donc, il faut être sous un certain seuil de revenus, 26 000 euros en l'occurrence. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à la création, plutôt que de payer votre impôt sur le revenu de façon classique, en se basant sur votre revenu imposable une fois le taux d'abattement appliqué, vous pouvez payer directement un pourcentage à l'URSSAF. Ce pourcentage, donc, c'est 2,2 ou 1,7 ou 1 suivant votre activité. Et le gros avantage de ce versement libératoire, comme vous le voyez ici, par rapport à l'impôt classique, c'est qu'il n'est pas progressif. C'est pour ça que, en fait, si vous êtes éligible, donc c'est-à-dire si vous démarrez et qu'au moment où vous démarrez, vous aviez très peu de revenus, peut-être parce que vous étiez étudiant ou que vous sortez d'une période difficile, ou enfin bref, peu importe, en tout cas vous êtes éligible en termes de revenus, mais que derrière vous savez que vous allez faire des gros revenus, vous allez faire 100 000, 150 000 euros de CA, c'est complètement imbattable le versement libératoire, parce que du coup vous allez payer 2,2% de 150 000, ce qui représentera beaucoup, beaucoup moins que si vous deviez payer votre impôt sur le revenu en se basant sur 150 000, même avec un abattement de 34%. Donc voilà. Mais à l'inverse, si vous n'êtes pas imposable, le versement libératoire, c'est de la merde, puisqu'il vaut mieux payer 0 que payer même 2% de son CA. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, et c'est pour ça qu'il faut connaître ces termes et juste bien vérifier quand on se lance. Je vois qu'il y a des petites questions que j'ai pas encore prises. Donc, c'est comme tu est-ce que le sens. c'est le sujet? Vouloir devenir freelance en micro-entreprise ou AE et vouloir vivre hors UE tout en gardant son entreprise en France? Non, ça marche très très bien. Nous, on a tout un tas de clients qui font ça. Et d'ailleurs, il faut savoir que en fait, la micro-entreprise, c'est tellement cool qu'il y a même tout un tas d'Européens maintenant qui font ça. On a des clients maintenant espagnols, italiens, allemands.
Et ça a du sens en fait parce que même en Europe, c'est un des meilleurs statuts possibles pour des entrepreneurs, voilà, notamment qui se lancent. Et encore une fois, tout niveau de CA confondu, parce que de toute façon au début on peut exploser sans problème. Donc il y en a beaucoup quand ils peuvent. Donc en général c'est compliqué pour eux. Alors quand ils sont dans l'UE, c'est pas un problème. Quand ils sont pas dans l'UE, il faut obtenir un visa, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Mais toi en l'occurrence, si je comprends ta question, de toute façon il n'y a pas de souci. Tu es français, tu as tout ce qu'il faut, donc tu peux créer ta micro et après tu veux t'expatrier, mais il n'y a aucun problème. Tu veux aller à Taïwan et le seul truc c'est que du coup bah tu seras là-bas, tu factureras des entreprises là-bas et ton argent va circuler sur un compte, d'ailleurs qui n'est même pas obligé d'être un compte français, mais par contre tes cotisations sociales, tu vas bien les payer à l'URSSAF en France. Donc ce sera considéré concrètement comme une activité économique française, peu importe où tu l'exerces dans le monde. Et donc c'est pour ça que tu vas payer l'URSSAF en France et ça va t'ouvrir des droits du coup à l'assurance et à la retraite en France. Voilà. Après, par contre, c'est au niveau impôt sur le revenu que ça peut devenir compliqué. Et là, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas, parce que du coup, si effectivement tu es plus résident en France, bah, potentiellement, tu peux avoir des impôts sur le revenu à payer ailleurs ou pas. Et là, ça dépend vraiment du pays en question. Et ensuite, donc, si en micro-entreprise, je gagne rien pendant X mois, je cotise pas, bah, ça c'est sûr. Et donc, qu'en est-il de ma protection? Ben, en fait, tu l'as dit, tu cotises pas, donc tu n'as pas le droit. Tu regarderas, si tu veux, là aussi, on a des articles, hein, notamment des articles donc, sur la santé et puis sur, par exemple, le congé paternité ou le congé maternité. Et en fait, effectivement, il te faut un minimum de CA pour y avoir droit. La retraite, c'est pareil. Il te faut un minimum de CA pour valider les 4 trimestres. Mais ce qui est un peu logique. Voilà. Sinon, ce serait un peu facile. Tout le monde créerait une micro-entreprise et tout le monde aurait des droits. Si tu ne payes rien, bah, c'est assez logique que tu n'ouvres aucun droit. Donc, effectivement, il faut quand même faire attention à ça. À l'inverse, de toute façon, comme dans tous les cas, en tout cas si tu te lances par exemple avec Super Indep, moi je vais systématiquement te dire attention, il faut bien que tu prennes une complémentaire santé, une prévoyance, une ERC Pro et une supplémentaire retraite. Et ça, de toute façon, comme tu vas le payer tous les mois, peu importe que tu gagnes de l'argent ou pas, bah là forcément tu vas t'ouvrir des droits même si tu gagnes pas d'argent. Ensuite, donc si on dépasse le seuil de CA la première année, que se passe-t-il? Pas rien. On est encore en micro la deuxième année et voilà, il n'y a pas de sujet. Donc il faut le dépasser 2 années de suite pour être obligé de changer de statut. Et il faut juste faire attention avec le fait que la première année, il faut tenir compte des prorata. Voilà. Donc des fois, on croit qu'on n'a pas dépassé, sauf qu'en fait, si on a ouvert sur les 2 derniers mois et qu'on a fait 30 000 euros de CA, et ben, en fait, on a quand même dépassé le seuil. Quelle est la meilleure période pour créer sa ME? Ben, on s'en fiche, il n'y a que l'ACRE, comme je disais, qui rentre dans l'équation. Donc plutôt sur un début ou une fin de trimestre. Mais sinon, il n'y a pas de sujet. Dans tous les cas, en fait, votre période fiscale sera forcément du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous créez en milieu d'année, du coup, il y a un prorata, parce que du coup, ce sera que de, par exemple, si vous créez ce mois-ci, ce sera que de octobre à décembre. Et donc, voilà, c'est juste ça qu'il faut regarder. Et effectivement, c'est un petit détail, je suis même pas sûr que ce soit important, mais quand vous créez une société, vous pouvez choisir votre période fiscale. Vous n'êtes pas obligé d'aller du 1er janvier au 31 décembre. Mais là, justement, par simplicité, pour les micros, on n'a pas le choix, c'est forcément du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cadre d'une reconversion, est-ce qu'il faut tenir compte des salaires actuels dans son choix pour le versement libératoire? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais en tout cas, effectivement, ce qui rentre dans l'équation pour choisir ton statut, c'est à la fois tes revenus actuels, c'est principalement souvent est-ce que tu as le droit au chômage ou pas, ton âge et tes responsabilités aussi, hein, parce que si tu as des enfants ou pas, etc., tu peux vouloir différents niveaux de protection. Et voilà, c'est principalement ça. Et puis aussi justement ton niveau on va dire de confiance dans l'activité que tu lances. Est-ce que tu es sûr que ça va tout de suite, tu as déjà un client qui te paye 5 000 euros par mois, ou est-ce que tu n'as pas encore ton premier client? Voilà. Tu voulais dire un truc, Léo, Pauline? Non, j'avais peur que tu oublies la question de Sophie dans le chat, mais c'est tout bon. Trop bien. Ok, donc vous voyez, on a fait un petit zoom sur la micro comme promis, parce que quand même, il y a de fortes chances que vous commenciez par ça et que ce soit hyper adapté pour vous, à condition que vous ayez peu de frais. Et justement, on va parler un petit peu des limites. Et on va rappeler les avantages. Mais voilà. Sur le côté avantage, s'il vous plaît, ne dites à personne que la micro-entreprise, c'est simple. Parce que sinon, chez Super Indep, on n'aurait pas 1500 clients avec des gens toutes les semaines en larmes au téléphone parce qu'ils sont dans une galère noire à cause de leur micro-entreprise. Donc c'est pas simple, mais c'est simplifié.
c'est carrément simplifié pour tout ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas de liasse fiscale, il n'y a pas de DNS, on a une meilleure pilotage de sa trésorerie parce qu'on paye à peu près en temps réel ce qu'on doit. Alors, il y a quand même un petit décalage, parce qu'on paye au bout de 2-3 mois, mais c'est franchement anecdotique par rapport à la gestion d'une société classique. Léopoldine peut en témoigner. Voilà. La trésorerie, en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Et c'est un problème qu'ils ont un peu résolu pour les micro-entreprises, donc ça, c'est vraiment un truc chouette. Et donc, là, j'ai mis aussi dans les avantages cette fameuse déduction forfaitaire des frais. Donc là, justement, la question à chaque fois, c'est bah oui, mais alors, quel est le niveau de frais qui fait que c'est intéressant ou pas? Bah, ça dépend de votre activité, bien sûr. Et on a un super article très mal référencé, du coup, que je remets à chaque fois dans mes présentations, qui vous dit exactement quel est le niveau de CA qui est intéressant en fonction de votre activité pour rester en micro ou pas. Puisqu'en gros, voilà, il faut, bah, comme je vous disais, le truc, c'est qu'il faut calculer si avec les 34% d'abattement, sachant que vous avez déjà payé l'URSSAF dessus, est-ce que c'est du coup, vous avez moins de frais que ce qui est estimé ou pas? Et donc, si vous êtes en dessous, bah, c'est hyper intéressant parce que vous allez payer moins d'impôts que si vous aviez un autre régime. Et si vous êtes en dessus, bah, bien sûr, il faut potentiellement changer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je sais pas si vous avez vu, j'ai aussi mis j'ai mis finalement la déduction forfaitaire des frais, c'est un avantage, mais c'est aussi un des plus gros inconvénients, puisque le fait de ne pas pouvoir déduire les frais réels, ça fait que malgré tous ces avantages et le fait qu'effectivement la micro-entreprise, c'est génial, et ben, il y a un gros inconvénient, c'est que c'est le seul statut en France qui te permet de perdre littéralement de l'argent en travaillant. Parce que du coup, vu que tu déclares que ton CA et qu'on ne calcule pas tes frais, et ben, si tu achètes une voiture 10 000 et que tu la revends, alors on va plutôt dire si tu l'achètes 9 000 et que tu la revends 10 000, ce sera plus simple à calculer. Bah, du coup, vu que ton CA c'est 10 000, bah, tu vas payer 1 230 de cotisation sociale, donc c'est 12,3%. Et donc c'est un peu con, puisque du coup, tu auras payé 1 230 à l'URSSAF alors que tu as fait 1 000 € de bénéfices. Donc concrètement, ton travail t'a coûté 230 €. Évidemment, il faut faire hyper gaffe à ça. Ça veut dire que si vous croisez des gens autour de vous qui commencent à vous dire ouais, moi je vais faire de l'achat-revente, je vais faire du dropshipping, je vais créer ma micro pour ça, faites genre oula, attention, est-ce que tu es sûr que c'est le meilleur statut pour toi? Potentiellement, ils sont vraiment en train de faire de la merde. Le gros avantage, quand on vous dit peu, c'est que vous pouvez récupérer la TVA sur vos dépenses pro. Donc la TVA, quoi qu'on en dise, c'est un avantage pour les entrepreneurs, parce que normalement c'est le client final qui la paye. On pourra revenir dessus si vous avez des questions dessus. Mais voilà, souvent en fait c'est hyper intéressant avant même d'atteindre le seuil de passer à la TVA quand on est en micro-entreprise. La fameuse visibilité sur la trésorerie dont je parlais, ça serait vraiment génial. Et puis le fait de rien payer si on gagne rien, bah ça c'est génial aussi. Il faut savoir que si vous êtes en EURL ou en SASU, vous avez des cotisations minimum que vous allez payer, même si vous ne vous rémunérez pas. Justement, d'ailleurs ça répond un peu à ta question tout à l'heure, monsieur Anonyme, je crois. Voilà, monsieur Anonyme. Ah non, c'était Johan, pardon. Donc Johan, justement, comme pour ne pas avoir le problème que tu cites quand tu es en EURL ou en SASU, c'est-à-dire de ne pas ouvrir de droit si tu ne gagnes rien, bah, en fait, tu payes des cotisations sociales dans tous les cas. Mais du coup, voilà, le gros inconvénient, c'est que bah, si ton activité ne marche pas très bien, bah, tu te retrouves à payer de l'argent pour cotiser à la retraite, alors que si ça se trouve, tu n'as même pas de quoi manger, quoi. Donc c'est ça qui est un peu ennuyeux. Et donc, dans les limites, on a vu le fait de ne pas pouvoir réduire au réel, que donc c'est le seul statut qui peut potentiellement faire perdre de l'argent. Et puis donc cette fameuse limite de plafond, forcément, qui reste quand même un inconvénient, qui fait que d'ailleurs, bah, la plupart, je pense, des micro-entrepreneurs aimeraient bien le rester toute leur vie. Sauf que bah, si l'activité marche bien, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah, voilà, potentiellement, on peut avoir à changer de statut. Et juste pour bien être clair là-dessus, effectivement, pour être obligé de changer, il faut 2 années de dépassement, alors, en pensant bien au prorata. Si on a dépassé 2 années de suite, la troisième année, soit on bascule automatiquement en EI si on n'a rien fait, soit eh ben, on clôt sa micro-entreprise, ce qui est recommandé, hein. On clôt sa micro-entreprise au 31-12, et puis on monte une SASU ou une URL en fonction de ce qui est le plus pertinent pour nous. Les 5 trucs qu'on ne dit pas et qu'il faudra retenir, en fait, tu peux récupérer la TVA sur tes frais, et c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que la TVA, c'est trop cool. Si tu peux pas déduire tes frais, c'est parce qu'en fait, il existe un abattement forfaitaire, donc il faut arrêter de dire que tu peux pas déduire tes frais, puisqu'en vérité, c'est juste que tes frais sont déduits de façon forfaitaire. En plus, tu as quand même un système de débours pour si tu as besoin de faire des frais que tu veux pas déclarer à l'URSSAF. On pourra rentrer dans le détail, mais en gros, c'est une façon de faire facturer tes frais directement au client, même si c'est toi qui les payes, pour ne pas que ça rentre justement dans l'argent que tu gagnes. Le versement libératoire et l'ACRE, évidemment, à connaître pour se lancer. Tu peux dépasser 2 années de suite.
et tu peux choisir de passer à la TVA, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont pas le choix, qu'il faut attendre les fameux seuils des 39 000, etc. On pourra revenir sur les seuils après si vous voulez, mais voilà, donc tout ça c'est hyper important. Ok, on a longuement parlé du statut, des statuts, ce qui est assez logique puisque c'est avant tout, on est avant tout là pour parler de l'aspect administratif quand on veut devenir freelance. Mais je vous ai quand même rappelé qu'avant de se poser toutes ces questions, il faut bien trouver des clients, hein. Et après, effectivement, vous aurez votre statut. Et puis après, va se poser cette question de, d'accord, et maintenant, comment on se rémunère? Il y a un petit problème dans ma slide là. Désolé, c'est pas grave. Alors ça, en fait, c'est pas du tout la rémunération, mais c'est pas grave, je vais vous la changer après. C'est les obligations comptables. Je pense que j'ai une slide qui a disparu dans mes manipulations de Peut-être dernière ça minute. que tu avais en pro sur Canva. Ah bah oui, exactement. Bah oui. T'as raison. Peut-être. Mais non, mais c'est bizarre parce que le titre est pas le bon là non plus. Donc je pense qu'il y a aussi une erreur sur mes slides. Bon, c'est pas très grave. C'est pas comme si c'était un sujet qu'on n'avait pas déjà répété. Donc c'est pas grave. Là, ça c'est pour la partie quelles sont les obligations comptables justement. Mais ça fait bien la suite avec justement les différents statuts. Puisqu'en gros, quelles sont les obligations comptables en fonction de son statut. Donc si on est en auto-entreprise, en fait, peu importe pour le coup son statut, dans tous les cas, on est obligé de facturer. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais bien répété, en gros, tant que tu n'as pas besoin de facturer, tu n'as pas vraiment besoin de structure. Parce que même les contrats, en général, tu peux les signer en nom propre, c'est pas un gros souci, sauf si ton client est vraiment casse-pied, mais voilà. Donc facturer, évidemment, c'est obligatoire. Après, si tu es en micro-entreprise, en gros, tu as un livre de recettes, qui est en gros juste une liste Excel de qui t'a donné de l'argent et pourquoi, un registre des achats, qui est en gros juste une liste Excel de pourquoi tu as fait cette dépense et combien de TVA tu as récupéré dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est que si tu es à la TVA ou si tu fais de l'achat-revente que c'est obligatoire de le tenir. Les fameuses déclarations URSSAF qu'on fait tous les mois ou tous les trimestres, qui pour le coup, c'est vrai, sont assez simples à faire, même si en vérité, on voit beaucoup de gens qui se trompent. En fait, c'est techniquement simple à faire, mais c'est pas forcément simple de les faire au bon endroit et avec le bon montant. Parce qu'il y a tout un cas de cas un peu limite où en fait ce qu'il faut déclarer c'est pas nécessairement ce qui arrive sur ton compte. Des fois tu peux être en profession libérale mais tu vas pas avoir un peu d'achat-revente à déclarer, enfin bref, faire un peu attention. Mais techniquement le site est quand même assez bien fait, c'est assez simple. Les déclarations de TVA, donc soit quand on dépasse le fameux seuil, donc pour du service qui est à 39 100 € cette année, soit quand on choisit d'y être éligible, donc ça c'est optionnel, hein, par défaut on n'est pas à la TVA, on n'a pas le choix, aujourd'hui par défaut si on crée une auto-entreprise sur le site de l'INPI, on est nécessairement en franchise de TVA. Donc si on veut passer à la TVA, on est obligé de faire une démarche de plus pour y passer. Mais à partir du moment où on y passe, évidemment ça devient une déclaration obligatoire. Et puis la CFE, donc ça la CFE pour le coup ça concerne toutes les entreprises, c'est une sorte de taxe locale pour les taxe d'habitation pour les professionnels. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut jamais vous dire combien ça coûte, si vous allez en payer ou pas, parce que peut-être que vous êtes exonéré là où vous êtes, en plus vous êtes exonéré la première année, vous êtes exonéré si vous faites moins de 5 000 € de CA. Bref, mais potentiellement, c'est un impôt qui se compte en général en centaines d'euros qu'il faut payer au niveau des impôts pro, au même endroit qu'on déclare la TVA. Et alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé, mais pour le coup, le site des impôts pro, c'est un autre délire que le site de l'URSSAF. Voilà, il est très très moche, il est incompréhensible, ils utilisent un jargon clairement pas accessible au commun des mortels. Et, et d'ailleurs, c'est beaucoup pour ça que beaucoup de gens en général viennent chez Super Indep au moment où ils ont des problèmes de TVA. Et c'est là qu'on leur dit ah bah en fait tu t'étais aussi planté pour l'URSSAF. Mais donc effectivement c'est un peu moins accessible, mais techniquement en tout cas c'est faisable. Et si vous y passez potentiellement de l'énergie et du temps, c'est tout à fait possible de faire vos propres déclarations de TVA de la même façon que vous faites vos propres déclarations URSSAF. Quand vous êtes en société, qu'est-ce qui change? Eh ben, au lieu des déclarations URSSAF et du livre de recettes et du registre des achats, vous avez un bilan. Et vous avez ce qu'on appelle aussi une DSN. Ça doit être déclaration sociale nominative, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc comme vous le voyez, c'est un sujet que je connais moins bien. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle le dépôt de l'alias fiscal. Justement, c'est ce que votre comptable fait une fois par an, où il va mettre tout un tas de documents qui vont permettre, donc notamment le bilan, mais pas que, qui vont permettre à l'État de savoir exactement combien vous avez gagné, combien votre société a gagné, combien d'impôts, quel bénéfice a été fait, quelles sont les charges qu'il y a. Il y a des histoires aussi d'immobilisation, parce qu'en fait, on peut jouer sur les charges qu'on a en disant oui, mais ça
c'est un truc qui va s'amortir sur 5 ans, donc en fait, c'est comme si ça m'avait coûté que 1/5 de ce que ça m'a coûté. Bref, tout un bordel qui fait que c'est assez peu accessible aussi aux commun des mortels, bien que, contrairement à la légende urbaine, il est absolument pas obligatoire d'avoir un comptable quand on est en société. Peu importe votre statut, vous avez tout à fait le droit de faire votre propre comptabilité. Simplement, en général, en société, comme c'est encore plus compliqué qu'en micro-entreprise, on a encore moins envie de le faire. Mais techniquement, c'est possible et il y a tout un tas de logiciels qui le rendent de plus en plus simple. Donc, on doit transmettre tout ça. Si en plus on a un statut particulier comme une SASU, on a des fiches de paye qui doivent être transmises aussi. Et en plus de ça, on a tout ce qu'a aussi une micro, à savoir la déclaration de TVA et la déclaration de CFE. Et c'est tout ça en fait qui est, en général, quand on est en société, on n'en est même pas conscient en fait de tous ces documents-là. On dit, en gros, c'est le comptable. Alors que quand on est en micro, c'est un peu plus gênant parce que souvent, justement, on n'a pas pris le comptable, on n'a pas forcément eu le bon réflexe de venir chez Super Indep, et du coup, eh ben, il y a des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on fait mal. Et des fois, c'est tout bête, mais voilà, par exemple, le livre de recettes, dire maintenant, vous avez tout un tas de logiciels de facturation gratuits, dont le nôtre, mais pas que, hein, il y en a vraiment tout un tas, qui sont gratuits, qui sont pour auto-entrepreneurs et qui vont vous gérer gratuitement votre livre de recettes. Donc vraiment, ça vaut pas le coup d'aller vous faire des factures sur Canva, Word ou je ne sais quoi, alors que vous avez des trucs en ligne qui vous mettent les bonnes mentions, qui génèrent votre livre de recettes, qui vous gèrent automatiquement les relances. Bon, voilà. Clairement, ça ne vaut pas le coup de vous battre avec ça. Et donc, la dernière partie, c'était la rémunération. Ah bah si, c'est là, regarde, c'est juste le titre en fait qui est pas bon. Donc tout va bien. Tout va bien, Mila. On n'a juste pas mis dans le bon ordre et pas avec les bons titres. Voilà. Donc, la rémunération, c'est comment ça marche? Ça marche que c'est compliqué. Et c'est pour ça que, en fait, on peut jamais vous dire, voilà, quand tu es en freelance, tu gagnes tant. Parce que ça dépend de trop de paramètres. Et évidemment, un des premiers paramètres, c'est ton statut. Et comme pour la plupart, c'est quand même la micro-entreprise qui va vous intéresser, du coup, je vais vous prendre un exemple en micro-entreprise. Et vous allez voir que même là, ça dépend de tout un tas de paramètres. Et donc, c'est pour ça en fait qu'on est vraiment obligé de voir au cas par cas quand on veut s'amuser à faire des projections, à voir combien vous pourrez gagner, combien vous pouvez prendre, etc. Donc, prenons l'exemple d'un micro-entrepreneur qui a fait à un mois donné 5 000 € de chiffre d'affaires. Et ce micro-entrepreneur, c'est un BNC, donc profession libérale, donc pourquoi pas un designer, comme on en a dans l'audience. Donc ce designer qui a fait 5 000 €, il va déjà payer son URSSAF. Ça va lui coûter 1 065 €. Il va potentiellement payer sa CFE. Alors comme je disais, la CFE, la plupart du temps, c'est une fois par an. Mais on peut la mensualiser si on veut. Et donc là, vous voyez, c'est déjà un des paramètres. Votre CFE, en fait, elle peut vous coûter entre 0 et 3 000 €, suivant où vous êtes. Honnêtement, c'est très rare que ça coûte des milliers d'euros, mais c'est pas impossible. Donc là, j'ai pris un cas assez moyen, tout le monde a observé, c'est 500 €. Ouais, 500 € par an. Donc ça lui ferait 42 € par mois. Et puis en plus de ça, il a un certain nombre de frais. Et là encore, du coup, c'est hyper divers. Voilà, si vous avez un cowork qui vous coûte déjà 250 balles par mois, dans cette ligne, vous pouvez mettre 250. Si vous êtes obligé de faire des allers-retours à New York, vous rajoutez 12 000 balles de billets d'avion là-dedans. Donc voilà, vous voyez que forcément, ça change tout. Mais là, voilà, mon designer, il a des frais assez classiques. Il a 2-3 outils, il a son abonnement de transport en commun, il a évidemment son abonnement à Super Indep, il a fait une formation chez WebMyDay, et du coup, voilà, en moyenne, il a à peu près 200 € de frais par mois. Donc, si je prends mes 5 000 et que j'enlève tout ça, je tombe à 3 693 €. 3 693 €, c'est ce qu'il a dans la poche. Oui, mais par contre, son revenu imposable, c'est 3 300 sur ce mois-là, d'accord? Parce que, et ça vous illustre bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme ses frais sont inférieurs au fameux forfait, du coup, il a 3 693 dans la poche, alors qu'en fait, il est imposé comme s'il avait 3 300. Donc c'est plutôt cool pour lui. Pourquoi 3 300? Parce que si vous faites 5 000 moins 34% de 5 000, vous tomberez sur 3 300. Donc derrière, combien il gagne? Et bien là, deux hypothèses. Soit il est au fameux versement libératoire, et là, c'est le cas le plus simple, parce que du coup, c'est juste un pourcentage fixe qu'on rajoute sur son CA. Donc disons qu'il est au versement libératoire, vu qu'il est en BNC profession libérale, il paye ses 2,2%. À la fin du mois, il lui reste 3 583 € net, et en plus, en termes de revenus imposables, c'est comme s'il avait payé que 3 300 €. Mais là, en plus, si vraiment on détaillait, en fait, vous verriez que en plus, si cette personne-là, par exemple, en gros, plus elle va monter en CA, et plus le versement libératoire est
extrêmement intéressant pour elle. À la fin, on peut parler de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros d'impôts d'économiser. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, quand vous montez trop dans les chiffres, vous n'êtes plus éligible au versement libératoire, évidemment, vous êtes obligé d'en sortir. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, parce que si vous en profitez alors que vous n'y avez plus droit, et ben, au moment de la régule, ça fait très mal, parce que du coup, les 10 000 euros, ils vont vous les réclamer, mais dans l'autre sens. Et du coup, si on prend le cas où cette personne n'aurait pas le versement libératoire, et donc là aussi, évidemment, on est obligé de poser tout un tas de paramètres. Donc disons que c'est une personne célibataire, parce que c'est le cas le plus simple, qu'elle n'a pas d'autres revenus, parce que oui, si en plus elle a des revenus, elle peut avoir des revenus salariés, elle peut avoir des revenus immobiliers, etc. Donc tout ça, on va mettre de côté. Et puis, on va dire qu'il a le même CA toute l'année, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment calculer du coup son imposition si en fait on n'a pas son revenu annuel. Donc on va dire qu'il fait 5 000 tous les mois. Là, du coup, je ne vais pas vous refaire un cours sur l'imposition, mais en gros, vous savez qu'il y a des tranches. Et donc, en fonction de votre tranche, vous payez un pourcentage qui est différent. Donc, en gros, sur les 10 000 premiers euros, vous n'allez pas payer d'impôt. Ensuite, vous allez payer 11% sur la tranche à peu près jusqu'à 27 000. Et ensuite, vous allez payer 30% sur la tranche à peu près jusqu'à 40 000. Bref, dans son cas, on tomberait au niveau annuel sur à peu près 5 770 euros d'impôt à l'année, soit 480 euros par mois, soit du coup un revenu net après impôt de 3 213 euros. Voilà. Donc sachant que là-dedans, voilà, dans les frais divers, justement, ça dépend ce que vous mettez. Là, en l'occurrence, je pense qu'avec ces frais-là, par exemple, ça vous couvre une bonne mutuelle santé et prévoyance et complémentaire retraite potentiellement. Mais forcément, plus vous mettez de frais et plus vous vous rapprocherez du forfait. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut regarder. Mais en tout cas, ça vous donne une idée, en gros, et toute proportion gardée. Voilà, en gros, pour un exemple précis, combien on peut gagner en étant freelance et en l'occurrence en étant auto-entrepreneur. Maintenant, plutôt que de faire des calculs hyper complexe. Alors, une fois que vous avez votre situation précise, c'est intéressant de faire ces calculs-là. Une fois, si vous connaissez votre situation, etc., il n'y a pas de souci. Mais comme la plupart du temps, on ne connaît pas trop ses frais, on ne sait pas trop quel CA on va faire, etc., et qu'en plus notre situation peut être amenée à évoluer, moi, il y a un truc qui marche très très bien de façon empirique depuis que je suis freelance. C'est en gros, alors pour ceux qui ont un TJM, notamment les devs, c'est de le multiplier par 10. Mais en fait, cette technique-là, ça revient juste à dire que vous prenez votre chiffre d'affaires mensuel et vous le divisez par 2. En gros, quand vous prenez votre TJM et que vous le multipliez par 10, ça veut dire que vu que dans un mois, normalement, il y a à peu près 20 jours, normalement, vous auriez dû facturer 20 jours. Donc, dire qu'on le multiplie par 10, c'est dire, en gros, ok, ça veut dire que si tu es un dev et que tu factures 500 euros par jour, en gros, tu peux espérer à peu près 5 000 euros par mois, net. Et c'est vraiment une grosse approximation, mais en gros, ça veut dire la moitié de ce que tu gagnes, ça s'en va dans des cotisations, dans des frais, dans tout ce que tu veux. Et donc, c'est pour ça que tu peux aussi te dire, en fait, tu prends ton chiffre d'affaires mensuel, tu le divises par 2, et en gros, il y en a la moitié qui s'en va. Donc là, si on avait fait la même approximation ici, on serait tombé sur 2500. Donc vous allez me dire quand même, ça fait un gros écart. Oui, mais là, pour le coup, moi, je vous parle vraiment de tout statut confondu. Et là, pour le coup, on a pris un cas où c'était vraiment intéressant pour elle d'être BNC, profession libérale. Et en plus, on voit que si en plus elle a le versement libératoire, c'est encore plus intéressant. Mais en gros, peu importe que vous soyez en SASU, en EURL, en micro-entreprise, si vous vous dites, je prends mon CA, j'en laisse la moitié de côté, globalement, vous serez assez large. Alors, pour des professions plutôt libérales, du coup, parce qu'évidemment, après, si vous faites de l'achat-revente, je ne peux pas du tout estimer vos frais. Mais voilà, si vous prenez votre CA et que vous le divisez par 2, globalement, vous avez quand même une bonne idée de ce que vous allez avoir comme revenu net minimum par mois. Donc voilà, plutôt que de vous prendre la tête avec tout ça, dites-vous, allez, si je veux gagner 2500 net par mois, il faut que j'arrive à faire 5000 euros de CA. Effectivement, TJM, taux journalier moyen. Merci Léopoldine. Il y avait une question du coup qui était, est-ce qu'on peut opter pour le versement libératoire si on n'est pas imposable? Ce que je disais, oui, mais attention parce que du coup, alors en fait la condition c'est pas d'être imposable ou pas, la condition c'est votre revenu sur N-2. Et donc effectivement, si vous n'étiez pas imposable il y a 2 ans, du coup il y a des chances que vous soyez éligible. Si vous n'étiez pas imposable, vous étiez vraisemblablement sous les 26 000 euros de revenus. Mais effectivement, du coup, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est hyper intéressant de le prendre en disant actuellement, je ne suis pas imposable, sauf que là, comme je vais faire 70 000 euros de CA cette année, du coup, ça me coûtera beaucoup moins cher que de payer l'impôt classique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire au cas par cas.
Donc après, effectivement, c'était plutôt des slides bonus. Donc pour répondre éventuellement à toutes vos questions, j'ai remis ici les plafonds de l'auto-entreprise, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, ils ont bougé en 2023. Donc quand on fait du service, c'est 77 700 et quand on fait de l'achat-revente, c'est 188 700. Les fameux plafonds de TVA qui ont aussi bougé en 2023 et qui sont 39 100 quand on fait du service et 101 000 quand on fait de l'achat-revente. Donc très concrètement, si je fais du service et que je dépasse ce plafond-là, je suis obligé de gérer de la TVA. Mais au risque de me répéter, de toute façon, il y avait des chances que ce soit intéressant de le gérer même avant ce fameux plafond. Et donc justement, c'était pour arriver sur cette slide du versement libératoire qui évidemment pose toujours tout un tas de questions. Donc il faut respecter ces conditions. Et c'est un, un choix qui peut être fait soit en cours d'année pour l'année suivante, avant le mois de septembre, donc là c'est déjà trop tard pour l'année prochaine, soit à la création de la micro-entreprise. Et donc la condition actuellement, donc là pour y avoir droit en 2023, c'était d'avoir moins de 26 000 euros sur 2021. Ce seuil, il augmente très légèrement tous les ans. Est-ce que en tant que créateur du site, tu fais du service libéral? Oui, Johan, je te le confirme. C'est complètement du service libéral de faire, voilà, typiquement créer des sites, faire du WordPress, enfin, peu importe la techno en fait. Voilà, à partir du moment où tu fais du sur-mesure pour, en gros, tu vends du temps de cerveau, tu vends ton savoir-faire, on est bien en train de parler de profession libérale. Tu as une petite question aussi sur le versement libératoire. Ouais, bah justement, répondez sur cette slide. Quand est-ce qu'on peut y souscrire? Soit à la création, soit effectivement en cours d'année, à condition d'être éligible. Mais il faut faire la demande avant le 30 septembre pour l'année suivante. Je sais, c'est casse-pied. Comme on est le 12 octobre, si tu penses que tu es éligible et que c'est intéressant pour toi, tu peux toujours le tenter. Voilà, l'URSSAF, ça reste des êtres humains, c'est des gens en général qui veulent t'aider. Si tu es assez sympa, ils peuvent te débloquer ça, mais voilà. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Emilien. Elle est nouvelle cette slide, je la connais pas. Ah, tu vois? C'est pour ça que tu as bien fait de venir. Et oui, parce que du coup, je parlais de notre audit sur la santé administrative. Voilà, que si jamais vous avez déjà une micro et que vous vous posez la question de est-ce que c'est carré, est-ce qu'il y a des soucis ou pas, voilà, je vous mets le lien ici aussi. En fait, vous pouvez juste rentrer vos identifiants et nous, on vous donne toutes les infos, genre attention, t'as oublié des trucs, attention, il y a une dette, etc. Et s'il y a des questions. Ah bah merci Anonyme 5, je me souviens bien que je t'avais reconnu. Non mais voilà, donc ouais, n'hésitez pas, notamment si vous avez des auto-entrepreneurs autour de vous et qu'ils ont des questions sur eux, ils savent pas trop s'ils ont dépassé des seuils de TVA, machin. Ou même justement si vous dites non, non, mais moi c'est nickel, tout est bien géré chez moi, et ben dis ah ben vas-y, prouve-le-moi, mets-toi là-dedans et montre-moi que t'as 100%. Ah, je vais être mon père là-dedans. Ah, enfin, je vais. Tu sais que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'essaie de le convaincre d'aller chez Super Indep, mais il a la tête dure. Hein. Voilà. Il est persuadé que tout va bien. Bah, Il a appris grâce à toi qu'il devait payer de la TVA. Hein. Je sais pas quand la note va lui arriver, mais elle va piquer un peu. Je vais le mettre dans l'audit. J'ai trop hâte. Du coup, ça va, voilà, on va pouvoir notamment lui dire attention, si tu as dépassé la TVA à tel moment, du coup, on va même te monter, on va te dire le montant de la note. En tout cas, on va faire une estimation en se basant sur le CA qu'il a déclaré. Et voilà. Où est-ce qu'on peut trouver, c'est clair, où est-ce qu'on peut trouver plus d'infos sur le versement libératoire? Nous, on a beaucoup de contenu là-dessus. Parce que c'est une des questions, voilà, c'est une question très, très, très courante. Et du coup, on a toute une série d'articles que je peux vous mettre aussi ici. Voilà, l'expert chez nous, c'est Clément. Vous verrez. Mais voilà, il y a tout un tas d'articles. Alors pour info, tous nos articles, il y a toujours une vidéo dedans de quelques minutes. Donc, voilà. Donc on a notamment comment savoir si j'ai le versement libératoire, comment savoir s'il est intéressant pour moi, qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'y a plus le droit et quel est l'impact sur l'impôt sur le revenu. Parce qu'en fait, il y a un truc souvent qui est très mal compris. C'est qu'on se dit, vu que j'ai payé mon impôt avec le versement libératoire, ça n'impacte plus du tout mon impôt sur le revenu. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, tu as quand même des revenus et que ce niveau de revenu, il est pris en compte. Et que donc, si tu as un ou une conjoint, eh ben, ça peut impacter ses impôts à lui ou à elle. Voilà. Facile. C'est hyper facile quand tu le dis. Facile. C'est hyper simplifié, en tout cas. C'est hyper simple. Alors, est-ce qu'il y a des dernières petites questions pour Emilien avant qu'on le libère et qu'on le laisse finir son plat de pâtes avant que tu nous tombes dans les pommes, Emilien? Merci beaucoup, Johan, pour bon appétit. En tout cas, c'était hyper complet. Hein. Comme toujours, Emilien, tu parles de choses qui sont pour moi, hein, qui suis administratif zéro, qui sont d'une complexité dingue et tu arrives vraiment à le vulgariser. Et on sort de là, on a
presque l'impression qu'on va pouvoir faire. Mais grave, vous allez pouvoir faire, c'est sûr. Et en tout cas, voilà, faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Et bon, voilà, si vous galérez trop, de toute façon, vous savez qui appeler. Mais en tout cas, il faut pas que ce soit un obstacle sur votre parcours de freelance, c'est clair. Voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la liberté, hein. Voilà. Et puis c'est bien aussi, je trouve que ce qui est bien, c'est de voir un petit peu justement ce côté. Parce que quand on est salarié, des fois, on oublie un peu tout ça. On se dit quand même, les patrons, ils font chier, ils sont jamais contents, ils disent qu'ils payent trop, ils veulent jamais m'augmenter. Bon, et puis après, quand on commence à payer ses propres taxes, on se dit oh là là, mais je paye trop, alors qu'en fait, on en paye 4 fois moins qu'un salarié, tu vois. Voilà. Par exemple, c'est vrai que les gens qui, voilà, toujours pareil sur LinkedIn ou Twitter, qui râlent pour les 20% de l'URSSAF, tu dis ouh là là, mais si tu savais. T'as pas vu les 87% du salariat. Voilà, et encore, ça peut être plus que ça. Non, mais c'est Mais vrai que c'est ouais, super important. Bah, nous, pour l'anecdote avec Victor, quand on était début de freelance, on était tellement mal accompagnés que nous, alors nous, on a fait le combo, on a lancé une SAS, tu vois, parce que pourquoi pas. Et la première fois qu'on a voulu se virer de l'argent, effectivement, c'était pas 20%, mais 87%. Donc clairement, bah, on s'est pas viré d'argent, hein. Très clairement. Ça nous a coûté une bonne fortune également de le fermer. Donc c'est aussi pour ça que chez WebMyDay, bah, on essaye vraiment d'inviter des super experts comme toi pour prévenir et pour donner toutes les infos. En vrai, on aurait eu ces infos-là, nous, il y a 4-5 ans, jamais de la vie, on aurait créé une SAS. Donc voilà, j'espère que ça va aider plein de gens. Ce sera en replay sur YouTube. Donc, à ceux qui nous regardent certainement en replay, peut-être des mois, voire des semaines après. J'espère que ça vous a aidé. Il y a Florence qui dit on va laisser Emilien aller manger. C'est vrai qu'Emilien, tu blanchis. C'est ça, je suis tout blanc. C'est à cause de, C'est à cause de la la photo manière. derrière. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Super Indep. Pour ceux qui sont déjà chez WebMyDay, il y a une offre. Alors moi, je suis très mauvaise gestionnaire, hein. Je ne me souviens plus de l'offre, Emilien, mais il me semble que c'est un mois ou 2 mois à moins 50%. Non, c'est 3 mois. C'est 9 € de remise pendant 3 mois. Johan, il est meilleur que moi, tu vois. C'est 3 mois. Ouais, donc 3 mois à moins 50% pour ceux qui sont élèves chez Et nous. idéalement, si vous voulez être sympa avec nous, vous passez par cette offre, par cette landing, pardon, comme ça, on sait que vous venez de WebMyDay et on applique directement la réduction. Mais si jamais vous vous inscrivez par ailleurs, n'hésitez pas. Vous allez voir que chez nous, c'est très humain. De toute façon, il y a une personne qui va vous contacter par mail, qui va vous dire bonjour, comment ça va, tout ça. Donc si vous voyez qu'il y a une remise qui n'est pas appliquée, il ne faut pas hésiter à la réclamer. Yes. Allez. Merci à tous. On libère Emilien. Merci beaucoup Emilien. Hyper enrichissant comme toujours. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, hein. Il y a encore quasi toute l'audience. Force à vous. Ouais, beaucoup de courageux, bravo. Merci à tous. Merci beaucoup.